Bonjour, Gaëtan Deslay, je suis pneumologue au CHU de Reims. Tout d'abord, je remercie la SPLF pour son invitation à présenter ce topo sur les traitements endoscopiques de la BPCO dans le cadre du fil rouge sur les bronches. Donc, tout d'abord, mes conflits d'intérêts, donc avec BTG Pneumorix, qui est la firme qui fabrique les spirales. Donc, j'ai été investigateur principal et coordonnateur de l'étude de faisabilité européenne, également de l'étude Renew. J'ai présenté en congrès un certain nombre de résultats d'études pour Pneumorix et participé récemment à des boards. J'ai également été investigateur principal, coordonnateur du stick Révolence. J'ai été impliqué également comme investigateur dans l'étude Aeris, qui a évalué la colle biologique. Et enfin, j'ai participé comme investigateur à une étude évaluant les valves endobronchiques, dans le cadre de l'étude VENT avec la firme Emphasis. Alors aujourd'hui nous allons parler de la BPCO et dans un premier temps nous allons parler surtout d'un phénotype particulier qui est celui de l'emphysème, qui est caractérisé donc par une destruction du tissu alvéolaire, par un élargissement des espaces aériens au-delà des bronchioles terminales. Et comme vous le savez, les principaux éléments ce sont d'une distension thoracique, d'une altération de l'élasticité, une limitation des débits ventilatoires, et le maître symptôme de cette pathologie est la dyspnée d'effort. Alors, quel est finalement le rationnel pour faire de la réduction de volume? L'objectif de ces thérapeutiques est de diminuer la distension thoracique, si possible d'améliorer le rayon de courbure du diaphragme, de manière à améliorer les débits ventilatoires et à améliorer la dyspnée d'effort. Alors en réalité aujourd'hui on va parler des traitements endoscopiques, mais cette stratégie thérapeutique elle a d'abord été développée par les chirurgiens thoraciques et notamment dès les années 50 par des chirurgies par double thoracotomie qui montraient une certaine efficacité mais une morbidité, une mortalité importante jusqu'à 16% dans une étude que vous avez ici et qui est tombée un peu en désuétude. Et plusieurs chirurgiens thoraciques, notamment certains chirurgiens français puis un chirurgien au Canada, aux États-Unis, ont remis en fait au goût du jour cette chirurgie en utilisant des techniques de résection biapicale par sternotomie médiane. Et ce qui a vraiment été un élément important dans l'avancée sur cette technologie a été l'étude NET, qui est une étude randomisée qui a comparé le traitement chirurgical de réduction de volume contre le traitement médical. Vous voyez, avec des critères assez précis, avec un trouble ventilatoire obstructif sévère, un VMS à moins de 45%, une distension thoracique chez des patients pour lesquels il n'y avait pas trop de comorbidité. Et là, dans un premier temps, cette chirurgie a montré que dans un sous-groupe de patients, qui étaient les patients très sévères, avec un VMS à moins de 20%, une altération importante de la diffusion alvéolo-capillaire et des emphysèmes homogènes, en réalité, la chirurgie faisait moins bien que le traitement médical et surtout la chirurgie entraînait une surmortalité. Et donc, c'est un sous-groupe de patients qui n'est pas répondeur à cette technologie. Et si on prend l'ensemble des éléments, en fait, la mortalité brute est quand même relativement importante, puisqu'à 90 jours dans cette étude, elle était à 7,9%, avec des morbidités relativement fréquentes et puis un coût relativement important de cette technique. Cela dit, quand on a pu analyser à plus long terme les résultats de cette étude et quand on a enlevé ce groupe de non-répondeurs, il y a effectivement un certain bénéfice pour cette technique en termes de survie, mais il faut attendre 2 ans et demi, 3 ans pour voir ce bénéfice, et en termes d'amélioration de la capacité de l'exercice, également de la qualité de vie. Et notamment, il y a un sous-groupe de patients qui tire un bénéfice important de cette technique. Ce sont les emphysèmes prédominants au niveau des lobes supérieurs, avec une faible capacité à l'exercice en post-réhabilitation, c'est-à-dire des patients qui restent symptomatiques après une réhabilitation. Et donc finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces éléments ont validé l'intérêt de cette stratégie de réduction de volume, mais au prix tout de même d'une morbidité et d'une mortalité relativement importante, même si, de façon très honnête, il faut dire que des résultats plus récents montrent un taux de mortalité bien inférieur à ceux de l'étude NET, avec des chirurgies dans des équipes bien entraînées à cette technologie. Mais cela a donné en fait l'essor à un grand nombre de techniques endoscopiques dont l'objectif est d'essayer de reproduire ou de mimer entre guillemets ce que peut faire la réduction de volume par voie chirurgicale et au prix d'une morbidité, une mortalité moins importante. Vous avez ici sur cette diapositive les différentes techniques qui ont été évaluées. Globalement, il y a un peu 2 stratégies. Il y a des stratégies qui modifient le flux ventilatoire et il y a des stratégies qui ont
ont un effet mécanique loco-régional. Et donc au cours de cette présentation, nous verrons un petit peu l'ensemble de cette technique. Je vous ai mis ici en fait les références des études randomisées, et vous voyez que il y en a beaucoup qui ont été publiées récemment, et vous voyez qu'il y a un essor important de cette technique avec beaucoup de publications en 2015 et 2016. Alors, les valves unidirectionnelles sont probablement la technique qui est la technique qui est la plus ancienne, la plus, on va dire, évaluée. L'objectif, c'est de mettre en place, vous voyez, ces dispositifs au niveau endobronchique qui se ferment en inspiration et qui s'ouvrent en expiration. Et donc, l'effet que l'on cherche à obtenir est celui d'obtenir en fait une atélectasie au niveau du lobe qui a été traité, et on traite le plus souvent les lobes supérieurs avec cette technologie. Le deuxième effet est d'obtenir ce qu'on appelle une redistribution ventilatoire, puisque en inspiration, le flux ventilatoire ne peut plus aller vers la zone emphysémateuse qui a été traitée, et d'obtenir une amélioration de la conformation diaphragmatique, notamment quand on obtient cette atélectasie. Alors, en réalité, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement à peu près 25% des patients chez qui on observait une atélectasie. Et ça, c'est lié à un élément qui a été mis en évidence assez rapidement, qui est celui de la ventilation collatérale. Donc la ventilation collatérale, c'est en fait le fait qu'il reste en fait une possibilité de communication entre les lobes chez un grand nombre de patients, et qu'on considère, alors ça dépend suivant les études, mais qu'à peu près 60% des patients emphysémateux ont une ventilation collatérale. Et donc, quand il y a une ventilation collatérale, il est très peu probable et quasiment impossible d'obtenir cet effet de réduction de volume et d'atélectasie, parce qu'en fait, le volume, l'air qui passe au niveau, par exemple, du lobe inférieur, va pouvoir continuer à passer au niveau du lobe supérieur, malgré la présence de valves endobronchiques. Et donc, il y a eu une grande étude qui est sortie en 2010 dans le New England Journal of Medicine, qui est l'étude VENT. Et là sont présentées ici l'étude des équipes américaines qui a comparé en fait le traitement de réduction de volume par valve à un traitement médical. Et l'ensemble des patients ont été suivis pendant 1 an. Vous voyez ici en fait les résultats de cette étude qui sont significatives, mais qui ont en fait une efficacité relativement modeste, puisque vous voyez qu'en fait on a une différence d'environ 6% pour le VMS, on a une amélioration d'environ 19 mètres du test de marche de 6 minutes, et vous voyez que en termes de qualité de vie, on a une différence qui n'est pas très importante entre les deux groupes. Donc globalement, quantitativement, il y a une amélioration qui était modeste sur cette grande étude. La tolérance était relativement satisfaisante, avec quand même un certain nombre de pneumonies et d'hémoptysie que vous pouvez voir sur cette diapositive. On peut aussi se poser la question à plus long terme de la présence de granulomes ou d'hémoptysie chez les patients traités par valve endobronchique. Ce qui a été intéressant dans cette grande étude, ça a été de démontrer qu'il y avait des sous-groupes de patients qui étaient probablement plus répondeurs que d'autres à la mise en place de ces valves endobronchiques. Et notamment quand la scissure était complète, donc on considère que si la scissure est complète, il y a une forte probabilité pour qu'il n'y ait pas de ventilation collatérale. Donc vous voyez que là, dans ce carré en rouge, vous avez 16% à 6 mois et 17% d'amélioration du VMS dans le groupe traité par valve. Alors que vous voyez que de façon un petit peu étonnante, l'amélioration du test de marche de 6 minutes n'est pas si importante, y compris dans ce groupe avec une ventilation collatérale. Donc ça a donné lieu en fait à d'autres travaux, et notamment ces travaux qui sont tirés en fait de la cohorte européenne de la même étude, qui ont montré qu'en réalité cette amélioration dépendait de 2 éléments. Le premier, c'était le fait qu'il y ait une scissure complète ou incomplète, puisque vous voyez qu'en fait les résultats sont très différents entre les scissures incomplètes ici et les scissures complètes en termes de réponse au traitement, en termes de VEMS, également de test de marche de 6 minutes. Mais un autre élément très important, c'était la capacité à avoir réalisé une occlusion lobaire, c'est-à-dire encore faut-il être capable d'avoir mis les valves en bon positionnement, avec un positionnement qui permet d'obtenir une occlusion, c'est-à-dire qu'en inspiration, il y ait vraiment une obturation complète du lobe traité.
Et ça a été bien réétudié dans l'ensemble de la cohorte, et on voit ici sur cette diapositive que effectivement le fait d'avoir une occlusion lobaire est un élément extrêmement important de mesure de l'efficacité du traitement. Et là, c'était mesuré sur la modification de l'échelle de Bode, hein, qui est une échelle un petit peu multifactorielle qui permet d'évaluer les réponses au traitement. Si on essaye de faire une première conclusion à ce stade sur les valves, ce qu'on peut dire, c'est que les deux facteurs limitant l'efficacité des valves sont les suivants. Le premier, c'est très clairement la ventilation collatérale, et donc l'existence de ce qu'on appelle une scissure incomplète. C'est le fait qu'il persiste en fait une communication entre les différents lobes. Et le deuxième élément, c'est la présence d'une occlusion incomplète avec potentiellement une malposition des valves endobronchiques, comme noté ici sur ce diagramme. Et donc ça a donné lieu à deux études récentes qui ont été publiées en 2015, qui sont des études monocentriques. La première est celle qui a été faite par l'équipe de Pavlav Shah, qui est une étude randomisée contrôlée avec un groupe sham, c'est-à-dire que dans le groupe contrôle, il était réalisé une intervention et on ne mettait pas en place les valves et le patient n'était pas au courant s'il avait reçu la valve ou s'il n'avait pas reçu la valve, et les médecins qui suivaient le patient n'étaient pas non plus au courant. Donc on était sur le plan méthodologique dans une évaluation extrêmement efficace, on va dire. Et donc vous voyez qu'en fait les critères étaient relativement classiques, hein, avec des VEMS de l'ordre de 31-32% ici dans cette étude, avec des distensions relativement importantes de l'ordre de 232% de la théorique pour le volume résiduel. Donc vous voyez qu'ici en fait on a analysé 104 patients et 50 patients ont pu être traités. Vous voyez que beaucoup de patients n'ont pas été inclus, notamment sur ces critères de scanner thoracique sur lequel il y avait une scissure incomplète, puisque c'était sur cette analyse de scissure incomplète qu'étaient sélectionnés les patients dans cette étude. Ce qu'on peut dire, c'est que cette étude a eu une évaluation relativement courte, c'est-à-dire à 3 mois. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement une amélioration significative en termes de VEMS, vous voyez ici, mais une différence qui n'est pas très importante entre les deux groupes. Vous voyez, 8,77% contre 2,88% dans le groupe contrôle. Il y a une amélioration au niveau de l'hyperinflation, notamment sur la CRF, alors que cette différence n'est pas statistiquement significative sur le volume résiduel. Une amélioration également de la diffusion alvéolo-capillaire sur le KCO, et une amélioration également sur le test de marge de sinus, mais qui n'est pas très importante et qui est de l'ordre de 22 mètres de différence entre les deux groupes à 3 mois. Ce qui a été intéressant aussi dans cette étude-là, c'est que les auteurs ont aussi utilisé ce qu'on appelle un système Charty. C'est un système qui permet d'évaluer in vivo la présence ou non d'une ventilation collatérale, et cela se fait au cours de l'endoscopie avec la mise en place en fait d'un ballonnet qui permet, une fois qu'il est gonflé, de mesurer l'existence ou non d'une ventilation collatérale. Et chez 4 patients pour lequel il n'y avait pas eu de ventilation, enfin, on pensait qu'il n'y avait pas de ventilation collatérale sur le scanner thoracique, et où le système Charty avait mis en évidence une ventilation collatérale, vous voyez que ces patients font partie tous les 4 des patients non répondeurs à la technique sur le VEMS, mais finalement ils sont également non répondeurs sur les autres critères. Et quand on regarde un petit peu les résultats globaux, et si on exclut ces 4 patients, on voit que les réponses au traitement sont quand même relativement intéressantes, puisque vous avez 47% de patients qui s'améliorent de plus de 15% de VEMS, et 63% des patients qui s'améliorent de plus de 25 mètres sur le test de marche de 6 minutes. Cela dit, et vous le voyez ici, en termes de qualité de vie, le questionnaire de Saint-Georges était effectivement amélioré chez les patients pour 58% à plus de 4 points, mais également 46% dans le groupe contrôle, donc il n'y avait pas de différence en termes de qualité de vie dans cette étude, mais il faut bien repréciser qu'il s'agit d'une étude avec un groupe contrôle sham, et donc les patients ne savaient pas s'ils avaient reçu ou non le traitement. En termes d'effets indésirables, cette étude, encore une fois, qui a évalué uniquement les patients sur 3 mois avec un traitement uniquement d'un lobe supérieur, n'a pas montré d'événements indésirables graves de façon très fréquente. Vous voyez que le taux de pneumothorax est relativement faible, puisqu'on a 2 patients sur 25 traités qui ont fait un pneumothorax contre 1 patient sur 25 dans le groupe contrôle. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a eu
d'augmentation du nombre d'effets indésirables graves dans cette étude, à la fois en termes de pneumothorax et à la fois en termes de pneumonie et d'exacerbation. L'autre étude est une étude qui a été menée dans l'équipe de Groningue, dans l'équipe de Durkian Slebos, qui a une grande expertise dans ces traitements de réduction de volume par voie endobronchique. C'est une étude qui a un design relativement proche, à ceci près que le groupe contrôle n'est pas un groupe sham, c'est-à-dire que les patients savent s'ils ont reçu le traitement par valve ou s'ils n'ont pas reçu le traitement par valve, premier élément. Deuxième élément, les patients étaient sélectionnés pour la ventilation collatérale sur le fait de n'avoir pas de ventilation collatérale sur une analyse au scanner thoracique, mais cela a été également analysé avant l'intervention avec le système Chartis, avec une mesure de la ventilation collatérale in vivo. Si les patients avaient une ventilation collatérale, ils n'étaient pas entrés dans cette étude, ils étaient exclus. Donc en fait, on a dans cette étude extrêmement bien sélectionné les patients. Vous voyez que les critères sont relativement toujours les mêmes, avec vous voyez un trouble ventilatoire obstructif très sévère, puisqu'on arrive en moyenne à quelque chose qui est proche d'à peu près, vous voyez ici, 29% des VEMS dans les deux groupes. Au niveau des résultats, il s'agit de très loin des meilleurs résultats qui n'ont jamais été obtenus dans le cadre d'une étude randomisée, puisque vous voyez que la différence entre les deux groupes est de 17,8% à 6 mois en faveur du groupe traité par valve par rapport au groupe contrôle. On a une amélioration de la distance de marche de 6 minutes de 74 mètres en faveur du traitement de réduction de volume par valve par rapport au traitement médical, encore une fois à 6 mois, et c'était bien évidemment significatif. Ce qu'il faut remarquer dans cette étude, ce sont deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut bien dire que 10 patients n'ont pas été évalués à 6 mois, et il y a un déséquilibre très important entre les deux groupes, puisque 9 patients dans le groupe traité par valve contre un seul patient dans le groupe contrôle n'ont pas été évalués à 6 mois, et c'est vrai qu'on comprend pas bien la différence en termes de nombre de patients entre ces deux groupes, et ça peut potentiellement avoir impacté les résultats de cette étude. Mais cela dit, quand on les regarde en tout cas visuellement là sur ce graphe qui montre finalement les mêmes éléments en termes de VEMS, de CVF et de tests de marche de 6 minutes, on voit effectivement des évolutions extrêmement favorables à 6 mois. Et le deuxième élément important qu'il est très important de voir dans cette étude, c'est un nombre d'effets indésirables graves assez important dans le groupe traité par valve. Et notamment, comme souligné en rouge ici, le nombre de pneumothorax, puisque 18% des patients présentent un pneumothorax dans le cadre de cette étude après mise en place des valves. Et deuxième élément, vous voyez que beaucoup de patients ont nécessité la réalisation d'une nouvelle endoscopie, soit pour aller enlever les valves, soit pour aller remettre potentiellement des valves derrière, soit pour aller faire une vérification par rapport à des migrations de valves. En gros, il y avait plus d'un tiers des patients pour lesquels il y avait de nouveau une intervention qui était nécessaire. Donc c'est vrai que cette efficacité, elle est quand même au prix d'une morbidité qui n'est pas négligeable, et notamment ce risque de pneumothorax est à prendre en considération. Cela dit, et cela ça a été montré dans des études antérieures, la présence d'un pneumothorax est plutôt un critère prédictif d'une bonne réponse au traitement, mais chez ce type de patients fragiles, c'est une complication qu'il faut bien entendu connaître et surtout savoir traiter de façon très efficace rapidement après la mise en place des valves si celle-ci survient. En conclusion sur les valves, ce qu'on peut dire, c'est que le bénéfice clinique et fonctionnel est quand même très limité quand l'emphysème est non sélectionné. C'est-à-dire dans une population tout non emphysémateuse, c'est probablement une technique qui n'est pas très efficace. Et les deux facteurs limitants, ce sont la ventilation collatérale et l'occlusion incomplète. Par contre, dans une population de patients bien sélectionnés sur l'absence de ventilation collatérale et avec une technique bien maîtrisée permettant la mise en place de façon optimale des valves endobronchiques avec une occlusion complète, il y a deux études donc qui sont monocentriques randomisées, publiées en 2015, qui ont montré une efficacité relativement intéressante. Avec cependant des différences entre les deux études, des résultats extrêmement favorables dans l'étude hollandaise dans laquelle il n'y a pas de groupe sham, des résultats qui sont quand même moins impressionnants, notamment en termes de tests de marge de sinus et de qualité de vie, dans l'étude dans laquelle il y avait un groupe sham.
et peut-être dans l'étude dans laquelle les patients étaient sélectionnés de façon, on va dire, moins rigide, avec la possibilité que peut-être des patients avec une ventilation collatérale aient pu être traités dans cette étude. Il faut connaître les complications, notamment les pneumothorax et la nécessité potentielle de réintervention. L'autre élément dont nous n'avons pas parlé, mais c'est la possibilité de réaliser l'ablation de ces valves, c'est-à-dire que c'est très clairement une technologie qui permet en fait d'enlever les valves si on n'est pas content de la réponse ou si il y a un souci avec les valves, et je pense qu'il est très important d'attendre les résultats d'autres études multicentriques qui sont actuellement menées et notamment avec quelques centres participants en France pour, on va dire, soit confirmer, soit infirmer les résultats de ces études dans des contextes monocentriques. L'autre technologie qui a été très étudiée, c'est celle des spirales endobronchiques. Alors là, il s'agit d'une technologie qui se réalise sous anesthésie générale, le plus souvent sous intubation trachéale, qui nécessite en fait la mise en place, pour sa mise en place, un bronchoscope souple dans laquelle on met en place des spirales endobronchiques que vous voyez ici représentées, qui sont en fait des spirales en nitinol à mémoire de forme qui entraînent un effet de rétraction mécanique locorégionale. On traite un lobe par procédure et un deuxième traitement est réalisé 1 à 3 mois après la première intervention dans un lobe contralatéral. Alors, quel est le niveau de preuve de ces spirales? C'est une technologie qui est plus récente que les valves. Le premier traitement chez l'homme date de 2008. La première réelle étude de cohorte a été menée en 2009-2010 et publiée en 2012. Et ces dernières années, sur ces 3 dernières années, il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées. Une étude européenne de faisabilité et puis 3 études randomisées, une étude en crossover à 3 mois et 2 études randomisées dont nous allons parler, l'étude Révolence et l'étude Renew. Pour donner un peu l'historique en revenant sur l'étude de faisabilité européenne, vous voyez que les critères étaient relativement proches des critères que je vous ai donnés précédemment pour la réduction de volume chirurgical chez des patients donc avec un trouble ventilatoire obstructif sévère et une distension thoracique importante avec un volume résiduel à plus de 175% de la théorique. Alors, les critères démographiques des patients inclus, donc il y avait 60 patients inclus, vous voyez 30% de VMS et un volume résiduel important, donc on est très clairement chez des patients très distendus puisqu'on avait ici 249% de volume résiduel. Vous voyez qu'en fait ce sont des procédures qui sont relativement courtes, on a ici en fait une moyenne de 45 minutes, vous voyez que assez rapide, il y a des entre 20 et 135 minutes ici dans cette étude-là, et globalement au bout de quelques procédures, les procédures durent entre 30 et 40 minutes, un seul jour d'hospitalisation en moyenne pour ces patients, et les patients qui sont restés plus longtemps étaient des patients qui avaient présenté des complications, et vous voyez qu'en moyenne on a mis à peu près 10 spirales dans chaque lobe, et on a traité également surtout les lobes supérieurs, mais potentiellement également les lobes inférieurs dans cette étude. Alors, il s'agissait d'une étude de faisabilité, donc ce qui a été étudié essentiellement c'était la sécurité. Vous voyez qu'en fait, en termes de morbidité, on était relativement bien entre guillemets, avec quand même des pneumonies dans un certain nombre de cas. Il y avait 5% de pneumonie, 3,5% de pneumothorax, et il n'y avait pas eu de décès ni d'insuffisance respiratoire aiguë au cours des 1 an de suivi dans cette étude. Et vous voyez que la morbidité était essentiellement présente au cours des 30 premiers jours de traitement par rapport aux 1 an de suivi dans l'étude. Alors en termes d'efficacité, donc là c'est une étude de cohorte de patients traités, donc il n'y a pas de groupe contrôle. Vous voyez que globalement les résultats à 6 mois et à 12 mois étaient relativement stables, avec des améliorations du VMS de l'ordre de 15%, une diminution du volume résiduel de l'ordre de 11 à 14%, une amélioration du test de marche de 6 minutes, une amélioration de la qualité de vie significative, et puis une amélioration aussi de la dyspnée qui était ici évaluée sur le critère MMRC. Un élément qui est intéressant à regarder, c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre les chiffres avec les déviations standards. Vous voyez qu'en fait, il y a une déviation standard très très importante pour l'ensemble des variables, ce qui montre en fait une hétérogénéité importante de la réponse au traitement en fonction des patients.
Si on regarde un peu les données d'efficacité sur des critères on va dire, cliniquement pertinents, si on regarde par exemple ici le critère du VMS, plus de 12%, vous avez 48% à 6 mois, 40% à 12 mois des patients qui s'améliorent de plus de 12%. Et en termes de test de marge de 6 minutes, nous avions évalué avec un cutoff à 25 mètres et puis avec un cutoff à 54 mètres, vous voyez qu'il y a une proportion relativement importante de patients qui s'améliorent de façon significative. Et vous voyez qu'ici, vous aviez 36% des patients qui s'amélioraient à 6 mois de plus de 54 mètres avec le test de marge de 6 minutes. Amélioration également significative en termes de qualité de vie. Et donc en fait, cette étude de faisabilité a mené à s'interroger sur l'efficacité réelle de cette technique et il faut dans ce cas-là faire des études randomisées. Et donc en France, on a eu la chance de bénéficier en fait d'un financement dans le cadre d'un STIC, donc un soutien aux thérapeutiques innovantes coûteuses qu'on a obtenu en 2012 avec une étude qui a débuté en 2013, qui a inclus 100 patients dans 10 centres hospitaliers universitaires français avec un critère primaire qui était le pourcentage de patients s'améliorant de plus d'au moins 54 mètres au test de marche de 6 minutes. Bien entendu, des critères secondaires d'évaluation de la fonction respiratoire, de la qualité de vie, critères de sécurité et puis aussi une évaluation médico-économique au cours des 1 an de suivi. Alors les critères d'inclusion ici sont présentés de façon assez complète. Globalement, c'est très, on va dire, classique, avec donc surtout des critères de troubles ventilateurs obstructifs avec un VMS de moins de 50%, des critères de distension thoracique avec un volume résiduel de plus de 220%. Donc on est clairement chez les patients très distendus avec un emphysème bilatéral. Et tous les patients, et ça c'est important de le souligner, avaient eu une réhabilitation respiratoire dans les 12 mois précédant l'inclusion. Dans les critères de non-inclusion, on va dire que l'un des principaux est celui d'une hypertension pulmonaire, plus de 50 mm de mercure de pression artérielle pulmonaire systolique étant considéré comme un critère d'exclusion. Ce qui était original dans les critères de révolence, c'est que on pouvait traiter les lobes inférieurs et supérieurs, alors que la plupart des techniques par voie endobronchique traitent uniquement le lobe supérieur, et il n'y avait pas de critères d'exclusion sur la diffusion alvéolo-capillaire, sur le test de marche de 6 minutes, sur l'hypoxémie, l'hypercapnie, et il n'y avait pas non plus de contre-indication aux anticoagulants, aux antiagrégants plaquettaires qui étaient arrêtés bien évidemment avant l'intervention dans le cadre des bonnes pratiques, tout comme quand on réalise une biopsie transbronchique, on s'est mis dans la même situation. Alors, 116 patients ont été évalués, donc on a pu randomiser 100 patients qui ont été évalués et suivis pendant 1 an dans le cadre de cette étude. Globalement, encore des critères très classiques. Vous voyez qu'en fait, on a peut-être un petit peu plus de sévérité que d'autres études, puisqu'on a une moyenne de l'ordre de 26-27% de VEMS, et vous voyez qu'en termes de volume résiduel, on est de l'ordre de 270% de volume résiduel, donc vraiment des patients, encore une fois, très très distendus dans cette étude. Et quand on a analysé les caractéristiques homogènes ou hétérogènes, la plupart des patients sont homogènes, ont un emphysème qui est caractéristique d'un emphysème homogène dans le cadre de cette étude. Alors le critère primaire a été atteint de façon statistiquement significative et on a obtenu donc 36% des patients, vous voyez ici, qui se sont améliorés d'au moins 54 mètres dans le groupe traité par spirale contre 18% dans le groupe ayant le traitement médical standard. Ce qui est intéressant, c'est que on a obtenu exactement le même résultat que dans l'étude de faisabilité avec 36% de patients gagnant au moins 54 mètres au test de marge de 6 minutes après traitement par spirale endobronchique. Sur les critères secondaires, ce qu'on peut dire, c'est que à 6 mois, on a une amélioration de l'ordre de 21 mètres, c'est-à-dire qu'on peut la qualifier de relativement modeste sur le plan quantitatif, en termes d'amélioration du test de marge de 6 minutes de façon globale et en moyenne. Ce qu'on a, c'est une amélioration d'11% du VMS, de 10% de la CVF, de 7% du volume résiduel, et surtout, l'élément le plus, on va dire, notable est celui de l'amélioration de la qualité de vie, qui se maintient à 12 mois. Les critères étaient tous significatifs à 12 mois, hormis pour le test de marge de 6 minutes, qui n'était plus significatif à 12 mois dans cette étude. En termes d'effets indésirables graves, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y avait pas de fréquence plus importante, en tout cas de façon statistiquement significative, de façon globale dans le groupe traité par spirale par rapport au groupe traitement médical seul. Le seul effet indésirable le plus fréquent était celui de pneumonie, mais dont il faut dire que il s'agit probablement de pneumonie plutôt de type entre guillemets inflammatoire, de type réaction sur corps étranger avec des rétractions, que des événements relatifs
infectieux, et c'est vrai que ces pneumonies ont été d'évolution favorable en utilisant des traitements médicaux associant une antibiothérapie, mais également une corticothérapie systémique qui constitue l'élément principal probablement du traitement de ces éléments de pneumonie post-implantation de spirale endobronchique. Alors il y a eu aussi une évaluation médico-économique qui a été réalisée, dans laquelle a été en fait utilisée l'hypothèse du laboratoire pour le prix des spirales qui était de l'ordre de 1300 € par spirale endobronchique, et vous voyez qu'en fait le surcoût à 1 an dans le groupe traité par coil ou par spirale est de l'ordre de 36 000 € par patient, et 72% du surcoût est lié en fait au prix tout simplement des dispositifs par les coils endobronchiques dans cette étude. Alors très récemment, en fait, il y a quelques jours, a été publiée en fait l'étude Renew, qui est une étude menée aux États-Unis, qui a été menée aux États-Unis et en Europe, dans 26 centres. Il y avait 20 centres aux États-Unis, 5 centres en Europe et un centre au Canada. Alors c'est une étude qui était plus large, puisqu'elle a inclus 315 patients, avec des critères très proches de ceux de l'étude Révolence. Et vous voyez d'ailleurs qu'on se retrouve avec des critères très proches, puisque vous avez, vous voyez, 25-26% de VMS et des patients qui sont également très distendus puisqu'on est de l'ordre de 245%. On est un petit peu en dessous au niveau volume résiduel parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'étude Renew, en fait, il y a eu une ouverture au bout d'un moment à la possibilité d'inclure des patients qui avaient un volume résiduel entre 175% et 225%, ce qui explique cette petite différence par rapport à l'étude Révolence. Alors, si on essaye de regarder les résultats de façon globalement, ils sont assez proches de ceux obtenus avec l'étude Révolence, avec peut-être sur le plan quantitatif un petit peu moins bon que l'étude Révolence, mais très proche tout de même. On a une différence de 14 mètres à 1 an, et en fait le critère primaire là dans l'étude Renew était à 1 an, 14 mètres en médiane d'amélioration sur le test de marche de 6 minutes, et puis ce que vous pouvez voir, c'est qu'en termes de VMS, on a 7% de différence entre les deux groupes, et sur le questionnaire de Saint-Georges, moins 8,9 points entre les deux groupes. Globalement, on est quantitativement quelques points en dessous de l'étude Révolence, mais on est quand même relativement proche des résultats de Révolence. Ce qu'on peut dire également sur cette étude Renew pour conclure, c'est qu'en termes d'effets indésirables, il y avait également un taux de pneumonie relativement important, puisqu'on était de l'ordre de 20% dans cette étude, et un taux de pneumothorax était supérieur puisqu'on était à 10%. Alors, si on essaye de conclure sur les spirales endobronchiques, ce qu'on peut dire, c'est que les différentes études randomisées ont toujours montré une certaine efficacité clinique et fonctionnelle. On peut discuter un peu sur le plan quantitatif de l'amélioration en termes de tests de marche de 6 minutes, mais en tout cas en termes d'amélioration de la qualité de vie, il y a une différence qui est très significative en faveur du groupe traité par spirale. C'est une technique qui est facile à mettre en place, et notamment en contexte en France, en fait, les 10 centres hospitaliers ont pu participer sans difficulté à la mise en place de cette technique avec une formation adéquate. Les lobes supérieurs et inférieurs peuvent être traités. Il y a quand même sur le plan morbidité une complication à bien connaître qui est celle des pneumonies, et également, je l'ai pas noté ici dans cette diapositive, mais aussi la possibilité d'un pneumothorax qu'il faut traiter rapidement. Par rapport aux valves, c'est une technique qui est non réversible, et pour l'instant, il y a encore des travaux complémentaires qui sont réalisés sur la compréhension des différences de réponse au traitement, et d'essayer de trouver des critères de réponse au traitement pour cette technique. Alors à côté de ces deux techniques qui sont celles qui ont été les plus étudiées, qui sont les valves et les spirales endobronchiques, on a d'autres techniques, et je vais un peu les passer un peu plus rapidement. Donc il y a la colle biologique qui constitue en fait une technologie dans laquelle vous instillez par voie endobronchique des composés chimiques qui sont fibrosants, et donc vous voyez ici en fait le principe c'est d'obtenir en fait une sorte de rétraction pulmonaire par fibrose qui donne des infiltrats pulmonaires, et très rapidement sur les premières études, on a vu des réactions entre guillemets grippales post-opératoires avec dyspnée, douleur thoracique, et qui évoluaient favorablement sous traitement médical, et peut-être qui évoluaient plus favorablement encore quand il y avait un traitement préventif. Donc vous voyez ici par exemple dans cette étude en 2012, étude de faisabilité, vous voyez ici en fait une rétraction au niveau du lobe supérieur qui est très nette ici dans sur ces vues scanographiques. Alors
il y a eu surtout en fait ici des études pilotes, des études de faisabilité qui ont montré des résultats intéressants. Là, vous avez des résultats à 3 mois. Vous voyez en rouge ici une amélioration de 19% du VMS, de plus de 30 mètres du test de marge de 6 minutes et de moins 11 points du questionnaire de qualité de vie de Saint-Georges. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai que sur les études de faisabilité, il y a une certaine efficacité clinique et fonctionnelle. C'est une technique qui est relativement simple à réaliser, qui se réalise uniquement sur le lobe supérieur. Il y a quand même une certaine morbidité avec des syndromes grippaux, des réactions inflammatoires. C'est une technique qui est évidemment non réversible. Et sur le plan des études randomisées, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude randomisée a été arrêtée en octobre 2013 en cours, et les résultats ont été rapportés de cette étude dans l'European Respiratory Journal. Mais si vous allez voir cette étude-là, vous verrez qu'en fait un faible nombre de patients ont été inclus, et les patients ont été inclus, ont été suivis avec un suivi très faible qui est de l'ordre de 3 à 6 mois. Donc on ne peut absolument rien dire. Actuellement, on n'a aucune étude randomisée à notre disposition pour cette technologie. L'autre technologie est celle de la vapeur thermique. Là, le principe, c'est d'aller réaliser par voie endobronchique en fait l'instillation de vapeur thermique à très haute température. Et l'objectif, c'est aussi de créer, vous voyez, en fait, une rétraction loco-régionale, par exemple ici au niveau du lobe supérieur gauche, avec cette technologie endobronchique. Alors très récemment, là il y a quelques semaines, a été publiée en fait une étude randomisée multicentrique qui a évalué en fait cette technologie et avec des patients qui étaient suivis pendant 6 mois. Donc vous voyez ici 70 patients qui ont été randomisés sur 134 patients qui avaient été screenés par rapport à cette étude. En fait, le traitement a été réalisé en fait en 2 procédures avec un traitement de 2 segments sur chaque procédure. Globalement, on est aussi dans des critères d'inclusion relativement proches par rapport aux études précédentes. Et vous voyez qu'ici, le VMS était de l'ordre de 33%, avec un volume résiduel de l'ordre de 240%. Donc là encore, on est chez des patients qui ont un trouble ventilatoire obstructif sévère, voire très sévère, et qui ont une distension thoracique très importante dans cette population. Les résultats à 3 mois et 6 mois sont, on va dire, intéressants et relativement proches de ce qui a pu être décrit avec les autres technologies. Vous voyez qu'en fait, il y a une amélioration du VMS, une différence entre les 2 groupes de 14%, une amélioration de la qualité de vie de l'ordre de 9,7 points, et puis une amélioration du test de marge de 6 minutes de 30 mètres. Là, vous avez ici, en fait, en rouge, le groupe contrôle, en bleu le groupe traité par vapeur thermique, et en vert en fait la différence entre les 2 groupes. Donc très clairement, bon, avant cette étude-là qui a été publiée encore une fois très récemment, il n'y avait pas d'étude randomisée, donc c'est la première étude randomisée qui montre une certaine efficacité. Et en termes d'effets indésirables, on est aussi sur des niveaux relativement proches par rapport aux autres techniques. Vous voyez 18% de pneumonie, 24% d'exacerbation de BPCO et un taux de pneumothorax vraiment très faible puisque vous avez uniquement 2% de pneumothorax dans cette étude. Ce qu'on peut dire sur cette ablation par vapeur thermique, c'est que, en tout cas, la dernière étude, enfin la seule étude randomisée à notre disposition, qui est une étude qui a quand même inclus 70 patients. Bon, c'était une inclusion en 2/1, mais qui est quand même une étude relativement bien menée, a montré une certaine efficacité clinique et fonctionnelle avec une technique qui paraît relativement facile à réaliser. Ça a des traitements qui étaient uniquement au niveau du lobe supérieur, mais en termes de tolérance, quand même un certain nombre de pneumoniques, des exacerbations qu'il faut connaître. Et puis là aussi, ce sont des techniques qui sont non réversibles, comparées notamment aux valves endobronchiques. La dernière technique dont on va parler est une technique vraiment très différente par rapport à celle dont on a parlé jusque maintenant, puisque vous avez vu que jusqu'ici on a surtout parlé du phénotype emphysémateux, hein, dans le cadre de la BPCO, et là on va revenir sur de la BPCO plus sans forcément d'emphysème, et là c'est une technique qu'on appelle la dénervation ciblée. Alors là c'est une étude sur laquelle il y a très peu de publications. En réalité, il n'y a que 2 publications dans la littérature que je vais vous montrer. Le principe de cette technologie est en fait d'aller réaliser une ablation par radiofréquence, donc ici en fait au moyen de ce dispositif, c'est-à-dire qu'on va appliquer une radiofréquence au niveau des troncs souches, au niveau du tronc souche droit et du tronc souche gauche, en fait en appliquant ici une électrode au contact du tronc souche, et l'objectif c'est avec cette radiofréquence de diminuer en fait le système parasympathique, et c'est une sorte d'effet entre guillemets
anticholinergiques liées à cette radiofréquence. Alors, dans cette étude-là, qui est une étude pilote, encore une fois publiée par Durkheim Slebos à Groningen et avec des équipes également en Afrique du Sud, ce qui a pu être montré, c'est une certaine efficacité. Et là, en fait, il y avait plusieurs modes de radiofréquence qui avaient été testés. Là, on était à 20 watts en vert, ici 15 watts en bleu. Et vous voyez qu'en termes de VEMS, on a l'impression qu'il y a une certaine amélioration du VMS, de la CVF, une augmentation de la capacité à l'exercice qui était mesurée sur un cycloergomètre et une amélioration de la qualité de vie. Encore une fois, ce sont des études pilotes qui ont inclus un faible nombre de patients, mais en tout cas sur les données de cette étude publiée, les résultats paraissaient intéressants. En termes de tolérance, ce qu'il faut dire, c'est qu'il peut y avoir des réactions inflammatoires loco-régionales. Il y a eu également quelques effets gastro-intestinaux et en tout état de cause, il y a des effets qu'il va falloir bien évaluer en termes de tolérance à court terme et à long terme avec cette technologie. Et l'autre élément, et ça c'est avec cette même technologie et par la même équipe, ce qui a été publié, c'est une diminution d'un certain nombre de marqueurs entre guillemets inflammatoires sur des cytokines, sur des marqueurs de mucine, sur, vous voyez ici, TGF-bêta, IL-6, et qui montre en fait une certaine diminution d'un certain nombre de ces paramètres inflammatoires associés à ce traitement, entre guillemets, anticholinergique par dénervation ciblée. Donc si on essaye de conclure, et c'est vraiment une technologie qui en est vraiment à ses débuts, c'est un concept qui est très innovant, ça c'est sûr, mais vraiment il y a une nécessité d'études complémentaires, à la fois pour évaluer l'efficacité, également pour évaluer quand même la tolérance de ces traitements par radiofréquence, et actuellement il n'y a pas d'études randomisées disponibles et il y a un certain nombre d'équipes françaises qui sont impliquées dans l'évaluation de ce type de traitement. Pour conclure de façon globale et entre guillemets définitive à ce stade en 2016, que peut-on dire des traitements endoscopiques dans le cadre de la BPCO? Comme vous l'avez vu, il y avait vraiment un essor, un dynamisme très très important autour de cette technologie. Vous voyez qu'il y a énormément d'études randomisées qui ont été publiées sur ces 2-3 dernières années. Les technologies qui sont les plus avancées sont clairement les valves et les spirales. La troisième technologie qui commence à apparaître avec une étude randomisée est celle de la vapeur thermique. Vous avez vu qu'en fait, on s'adresse ici uniquement à des patients emphysémateux. Pour la dénervation ciblée, nous en sommes vraiment au stade des études pilotes dans le cadre des traitements de la BPCO, et il faut vraiment encore des études complémentaires, y compris des études pilotes et également évidemment des études randomisées pour pouvoir conclure sur l'intérêt de cette technologie. Le deuxième élément, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucun remboursement en France pour aucun de ces traitements. C'est-à-dire que ces traitements ne se réalisent que dans le cadre d'études cliniques de mise au point. Donc, à ce jour, en tout cas en mai 2016 ou juin 2016, il n'y a aucun remboursement pour aucune des technologies dont nous avons parlé jusque maintenant. Troisième élément, je pense qu'il faut dire que, et j'ai essayé de vous le démontrer et de vous le montrer de façon la plus honnête possible, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque technique. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a aucune technique qui actuellement est optimale et adaptée à tous les patients. Vous avez vu que pour les valves, il est absolument nécessaire de screener les patients et de les évaluer sur l'existence d'une ventilation collatérale, sur l'existence d'un emphysème qui est hétérogène, prédominant au niveau des lobes supérieurs, qu'il y a un certain nombre de complications, notamment à type de pneumothorax, qu'il faut connaître, qu'il faut savoir traiter, et la nécessité de potentiellement réaliser de nouvelles endoscopies. Pour les spirales endobronchiques, vous avez vu qu'il y a une variabilité de la réponse au traitement selon les patients, que cette réponse au traitement, elle est quantitativement finalement pas très importante sur le test de marge de 6 minutes, mais qu'elle est assez importante sur la critère de qualité de vie. Également sur le plan fonctionnel respiratoire, on a, on va dire, une efficacité qui est relativement satisfaisante, mais là aussi, il y a un certain nombre de complications qu'il faut connaître, notamment des pneumonies et potentiellement un certain nombre de pneumothorax. Pour la vapeur thermique, on va dire que en France, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui ont été menées, et c'est vrai que ce sera intéressant de voir d'autres études apparaître sur le plan d'études randomisées. Alors,
Ce qu'il faut dire aussi, quatrième point, c'est qu'il n'y a actuellement aucun algorithme décisionnel qui a été validé. Vous pouvez voir dans les littératures ces derniers temps un certain nombre de publications qui sont des avis d'experts qui proposent des algorithmes décisionnels d'utilisation de telle ou telle technique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'actuellement, aucun de ces algorithmes décisionnels n'a été validé dans le cadre d'une étude bien conduite ou dans le cadre de, entre guillemets, en vraie vie. Donc vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je pense que c'est la responsabilité de nos équipes de mener ce type de travaux pour valider ces algorithmes décisionnels. Cinquième élément, je pense qu'il y a vraiment un intérêt important d'un encadrement strict, à la fois des indications, des procédures, de la formation des équipes et du suivi des patients. Et il est très 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 important que tout cela soit discuté et encadré de façon stricte. Et puis enfin, je plaide pour une évaluation très précise de ces techniques. Premier élément dans le cadre de discussions multidisciplinaires. En réalité, ces techniques endobronchiques ne sont qu'un élément dans le cadre de la prise en charge globale des patients BPCO sévères emphysémateux pour les techniques les plus avancées. Et bien entendu, elles doivent s'associer à l'ensemble de l'arsenal thérapeutique actuellement disponible. Il est très important de continuer à inclure les patients dans des études pour pouvoir mieux comprendre ces technologies ou au minimum de les inclure dans des registres si un remboursement est obtenu en France pour l'une ou l'autre de ces techniques. Et puis je pense qu'il y a la place pour des études complémentaires pour mieux comprendre la réponse au traitement, les mécanismes d'action et la possibilité de sélectionner au mieux les patients de façon à pouvoir faire bénéficier vraiment aux patients qui vont répondre à ces technologies ces traitements. Voilà, il me reste à vous remercier pour votre attention et je suis bien entendu à vos dispositions pour toute question ou renseignements complémentaires et je remercie encore la SPLF pour son invitation à cette présentation.